le panel 9, sur le point de vue des UPR, l'insécurité dans les autres départements, qui sera modéré par M. Narcisse Pièvre, secrétaire général du réseau des UPR. Donc, on va prendre à tout casser 5 minutes pour la mise en place de ce panel et ensuite on continue. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez suivre les débats en créole, en français, en anglais, en espagnol. Il vous suffit pour cela d'aller cliquer sur le petit icône du globe en bas du Zoom et vous aurez la possibilité de choisir votre langue d'écoute. Merci, à tout de suite. D'accord, merci, professeur Jasmin. Au nom de la coordination du réseau des UPR, donc je suis très content de participer à cette conférence et d'animer ce panel. Alors, nous allons avoir 2 présentations cet après-midi. La 3e présentation ne pourra pas se tenir. Il y a certains problèmes techniques qui expliquent que le recteur Vixama ne pourra pas être avec nous. Nous aurons 2 présentations. D'abord, une présentation du professeur Berthonet Pierre-Louis, qui représente l'Université publique de Nîmes, et du professeur Hernan Guerrier, qui représente l'Université publique du Sud-Est à Jacmel. Alors, je vous dirais, comme vous le savez déjà, que le réseau des UPR est un partenaire à part entière de l'organisation de cette conférence et nous sommes très, très contents de nous être associés à cette activité si importante pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le pays et également pour trouver des solutions durables à ce problème d'insécurité qui nous attaque tous. Alors, on va commencer par la première présentation, ça va être la présentation du professeur Berthonet Pierre-Louis. Alors, il faudrait que je vous rappelle que dans les discussions préparatoires que nous avions eues, nous avions demandé aux universités qui avaient été sélectionnées, parce qu'en fait, on a voulu prendre un échantillon pour comprendre un peu ce qui se passe dans quelques départements. Étant donné qu'on s'est déjà promis, vous avez vu l'agenda, il va y avoir un deuxième moment et au cours de ce deuxième moment, on va réaliser 10 ateliers départementaux. Mais en attendant, on a voulu faire un test, faire une petite analyse de la situation dans quelques départements. Et en ce sens, on avait demandé au recteur et à leur équipe d'essayer de faire une analyse de la situation de la violence, de l'insécurité dans le département, également de voir ce qui se passe comme impact sur la société, les différents acteurs, et finalement de produire des recommandations. Donc, c'est en ce sens que le travail du professeur Berthonet qui va nous être exposé répond bien à ce qui avait été demandé. Pour le professeur Guerrier, bon, il a voulu aller plus loin et peut-être que sa façon d'aborder la question peut-être va rejoindre le panel antérieur, mais on va voir. Donc, le professeur Berthonet Pierre-Louis, qui détient un doctorat en sociologie, est quelqu'un qui a une très bonne connaissance du fonctionnement des organisations en Haïti et du milieu rural et également analyse la société civile et qui a travaillé également avec des institutions, des organisations internationales et qui, depuis quelque temps, occupe le poste de vice-recteur à la recherche à l'Université publique de Nîmes. Professeur Berthonet, vous avez la parole. Vous avez, je crois qu'on a 20 minutes pour la présentation. Merci, professeur Pièvre.
Bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir pour moi de parler de l'insécurité qui sévit dans le département de Nip. Alors, comme vous le savez déjà, selon la loi du 4 septembre 2003, portant création du nouveau département de Nip, il comprend 3 arrondissements, 11 communes, 37 sections communales, 11 villes et 11. Suivant les estimations de l'IHSI datant de 2009, le département de Nip comptait 311 497 habitants pour une superficie de 1268 km². Aujourd'hui, plus de 10 ans après, on peut sans exagération estimer cette population à près d'un demi-million d'habitants. Dernier créé des 10 départements du pays, de par son positionnement, le département des Nip peut être considéré comme un département de transit, dans la mesure où, à partir de son territoire, on peut facilement accéder à 4 autres territoires voisins, la Grande Anse, le Sud, le Sud-Est et l'Ouest. C'est pour cette raison qu'il est à la fois stratégique et fragile. N'importe quel groupe survenu dans l'un de ces départements limitrophes peut l'impacter et constituer une menace. L'inverse est tout aussi vrai, et même pire, car tout ce qui se déroule sur son territoire peut réjaillir directement sur l'un de ses 4 voisins ou les 4 en même temps. Donc, s'il n'est pas bien administré, les dégâts collatéraux et les effets non désirés peuvent être difficilement contrôlés. Avantage ou opportunité, le positionnement des NIP fait de lui le département incontournable du Grand Sud. Dans un pays où l'espérance de vie se renouvelle à chaque 24 heures, la problématique sécuritaire déborde largement la sphère des groupuscules armés pour s'étendre à d'autres secteurs aux conséquences tout aussi déstabilisatrices que mortifères. Puisqu'il s'agit d'un phénomène à la fois protéiforme et multidimensionnel, en l'occurrence l'insécurité, on devrait se demander comment l'aborder sans tomber dans un réductionnisme visant à satisfaire les échos sensationnalistes et médiatiques. Autrement dit, comment le circonscrire sans tomber dans un labyrinthe fantasmagorique en voulant satisfaire les attentes de chaque protagoniste. Alors, pour essayer de bien circonscrire mon propos à partir de cette problématique, je vais essayer d'aborder l'exposé en 3 points, comme cela a été dicté, comme cela a été recommandé quand même par les organisateurs de cette conférence. D'abord, on va voir la violence et l'insécurité dans les NIP, l'impact de l'insécurité sur les NIP, et après, les recommandations. Violence et insécurité dans les NIP. En considérant la période très courte allant de juillet 2018, où les gangs armés commencent à se manifester au niveau de la capitale, jusqu'à aujourd'hui, où presque la totalité du pays semble gangrénée par le phénomène des groupuscules armés, il est difficile d'inclure les NIP dans cette cartographie de l'insécurité. Certes, les gangs n'ont pas manqué d'essayer d'implanter des bases dans le département, mais jusqu'à cette présente minute, aucun foyer stable n'est vraiment repéré. Toutes les tentatives jusqu'alors connues sont soldées par des échecs. Au moins 3 méritent notre attention. Tout d'abord, à Morne-Préval, situé dans la première section de Chalon, commune de Mingaguane, limitrophe avec le département de l'Ouest. En maintes occasions, des malfrats ont tenté d'établir leur base afin de rançonner la population. À chacune de ces tentatives, ils ont été démasqués et certains d'entre eux sont mis hors état de nuire. Ensuite, au quartier de Lièvre, section communale Lièvre et commune de Petit-Trou de Nip, un groupe s'était installé et commençait à terroriser la population. Après une cérémonie de funérailles qui avait rassemblé beaucoup de prêtres et de fidèles, les bandits ont attaqué le cortège où se trouvait le cardinal Chibi Langlois. N'était-ce l'invention prompte et rapide de la population et des forces de l'ordre, plusieurs personnes auraient laissé leur peau dans cet échange de tirs avec des armes sophistiquées. Enfin, au Baradère, au niveau de la 2e section tête d'eau, au cours du mois d'avril 2023, un groupe venant de la capitale a tenté d'implanter un foyer de gang. Après plusieurs tentatives infructueuses, les forces de l'ordre, grâce à leur ténacité, sont parvenues à les déloger. Une action qui fut saluée par la population.
Donc, jusqu'à présent, au niveau du département des NIP, la vigilance de la population, l'efficacité de la population, de la police nationale et tout l'appareillage répressif de l'État ne sont pas à sous-estimer. Mais à cela, il faut ajouter aussi les actions d'un commissaire du gouvernement qui, grâce à des méthodes atypiques et parfois très controversées, arrive à maintenir une certaine quiétude au niveau de la population et une frayeur certaine dans le camp des bandits. Alors, si cette forme d'insécurité promue par les groupuscules armés, kidnapping, assassinat, vol et viol, peine à s'implanter dans le département, d'autres modes opératoires tout aussi nocifs et sources d'insécurité sont à l'œuvre au vu et au su de tous. Prenons simplement deux exemples pour illustrer notre propos. Depuis une longue période, les propriétaires de pompes à essence profitent de la situation qui sévit à la capitale et ne respectent aucun tarif fixé par l'État. Ils ont unilatéralement fixé leur prix à 750 gouttes. Et jusqu'à présent, aucune instance étatique n'intervient pour freiner cet acte arbitraire en dépit de la grogne de la population. Deux, en ce qui a trait au foncier, plusieurs tentatives et même des cas d'accaparement de propriété sont enregistrés dans les NIP, surtout au niveau de la commune de Miragouane. Un groupe d'usurpateurs constitué d'avocats, d'arpenteurs, de notaires et d'hommes de main s'arroge le droit de débarquer sur n'importe quelle propriété et la confisquer. Une situation qui a provoqué un affrontement entre les paysans et les usurpateurs du côté d'Abraham. Abraham, c'est une localité de la 4e section de Saint-Michel-du-Sud, le 26 avril 2023. Et cet affrontement s'est soldé par un massacre où 7 personnes ont trouvé la mort. Les impacts socio-économiques sur le département, s'agissant de cette défaillance sécuritaire, à cause de son positionnement, sans mot d'ordre de grève, sans embargo, et même sans boycott, le département des NIP se trouve depuis près de 26 mois isolé du reste du pays, principalement de la capitale. Tout est affecté au niveau du département, depuis le commerce en passant par l'école jusqu'au loisir. Rien n'est épargné. Jusqu'à preuve du contraire, la cause principale est attribuée à l'action des bandes armées qui sévissent dans la capitale. Mais comment sous-estimer cette inflation effrénée et la décote de la gourde aux conséquences incalculables sur les ménages? Et que dire de l'état de délabrement de nos routes qui occasionne quotidiennement des accidents pendant que le système sanitaire est aux abonnés absents? Selon une étude de la Banque mondiale datant de 1977, les blessures causées par les accidents de la route étaient considérées comme la 5e cause principale de décès dans le pays. Le taux d'accidents mortels par habitant est estimé à 19,21 de décès pour 100 000 habitants. Dans un article du journal Le Devoir datant du 13 mai 2023, intitulé « Haïti menacé de famine, une insécurité alimentaire qui aggrave la crise », l'auteur souligne que le taux d'inflation des prix alimentaires en Haïti a atteint 50%. La Banque mondiale affirme qu'il s'accentuera rapidement. Et dans un communiqué datant du 17 mars 2023, le CNSA nous apprend que 89 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et nécessitent une aide humanitaire d'urgence. Alors, comment passer sous silence le fait que tant de vies soient menacées à cause de l'insécurité alimentaire? Donc, le phénomène de l'insécurité, à cause de ces phénomènes, les écoles, les universités du département sont triplement victimes. Un, à cause du coût de la vie, certains élèves, certains étudiants se voient obligés de prioriser des cours et en laissant tomber d'autres qui sont pourtant obligatoires. Deux, les professeurs qui habitent à Port-au-Prince sont souvent contraints de rester chez eux, non seulement à cause du coût des transports, mais principalement à cause de la ligne rouge qui s'appelle Martissan. Trois, quand circule une rumeur quelconque liée à un acte de banditisme, même si l'action se déroule en dehors du département, la cour des établissements scolaires et universitaires sont souvent clairsemées. Une façon de dire que ce fléau pénètre dans tous les interstices de la vie niçoise. Alors, face à cette situation, que faire? Paradoxalement, cette situation d'insécurité dans toutes ses composantes pourrait constituer un momentum idéal pour le Grand Sud afin de tisser et raffermir des liens économiques, sociaux et culturels entre les 4 départements de ce bloc géographique
situé au sud de la frontière de Martissan. Mais la République de Port-au-Prince, avec ses longs tentacules séculaires, a tellement d'emprise sur le reste du pays que même dans son agonie, elle veut entraîner dans son sillage toute force alternative qui veut réellement s'affranchir de sa tutelle. La complexité et la gravité de la situation, et plus particulièrement pour la zone sud du pays, exigent des mesures drastiques et irréversibles, que des mesures drastiques et irréversibles soient adoptées afin de parer à toute éventualité et d'éviter de retomber dans de telles situations au cas où la crise s'aggrave, comme l'indiquent tous les indices. Il faut faciliter dans le Grand Sud, plus particulièrement dans les NIP, une fenêtre d'autonomie et d'épanouissement afin de desserrer les taux économiques et financiers de la République de Port-au-Prince que le condamne à l'asphyxie. Parmi ces mesures à prendre, on peut citer 1. Moderniser le port de Miragoâne afin de faciliter le commerce par cabotage avec le reste du pays et l'étranger. 2. Doter le département d'un vrai campus universitaire afin de pouvoir accueillir plus d'étudiants possible et du même coup, augmenter le nombre de facultés et de parcours professionnels. 3. Appliquer les lois sur la décentralisation du pays ou un décret facilitant les collectivités à jouir de plus d'autonomie afin de penser à leur propre développement sans obliger d'attendre, pour certains domaines, le feu vert du gouvernement central. 4. Reconstruire ou réhabiliter les commissariats de Miragoâne, dans Sarvaux, des Baradères, de l'asile, très endommagés par le tremblement de terre du 15 août 2021. Mieux équiper et rémunérer la police nationale pour qu'elle puisse agir beaucoup plus efficacement dans le département des NIP. 5. Appliquer les lois de la République en matière de crimes organisés. 6. Promouvoir l'autodéfense légale face au banditisme. Dans les limites de la loi, certaines formes d'organisation et certains moyens pour se défendre doivent être vulgarisés et encadrés afin de permettre à la population de se protéger sans être inquiétée et persécutée par les autorités établies. 7. Renforcer l'appareil judiciaire et sanctionner sans aucune distinction les juges corrompus. 8. Produire et appliquer un plan de réhabilitation de l'environnement et de développement intégral pour le département et pour chaque commune du département. Merci. Merci, professeur Pierre-Louis. Je crois que vous avez respecté le délai. La présentation a respecté effectivement les normes. Donc, on a eu une présentation de la situation de l'insécurité dans le département. Les NIP, on peut dire, c'est un cas rare, un cas d'espèce, mais vous avez expliqué. Il n'y a pas eu de foyer stable parce que il y a un environnement particulier dans les NIP avec une structure qui permet de réagir vite. Donc, c'est très bien. Mais également, vous avez mentionné quand même que cet environnement a produit des impacts quand même négatifs au niveau de la population, en particulier les prix de l'essence qui sont à la hausse depuis un certain temps, la situation sanitaire, une difficulté, et le délabrement des routes, la situation des écoles où en fait, les étudiants sont obligés de prioriser certains cours étant donné les difficultés de déplacement, des problèmes pour certains professeurs qui viennent de Port-au-Prince d'être là à l'heure, de respecter une certaine présence étant donné les difficultés de déplacement. Et en fait, par rapport à cette situation, vous avez présenté tout un ensemble de recommandations très intéressantes. Je suis mentionné quelques-unes de ces recommandations. Vous avez présenté toute une liste, mais je pense que vous avez parlé de la nécessité qu'on pense à la modernisation du port de Miragoâne, qui pourrait faciliter
qu'il y ait une augmentation de l'offre de produits disponibles pour la population, qu'il y ait un vrai campus universitaire qui permet d'augmenter le nombre d'étudiants, qui permet de répondre davantage à la demande sociale d'éducation supérieure. Vous avez mentionné la nécessité de s'assurer que, au niveau des collectivités territoriales, qu'il y ait des moyens qui soient vraiment mis à leur disposition, qu'il y ait des conditions qui soient créées pour qu'ils soient en mesure de remplir leur rôle, en matière d'autodéfense, qu'on applique les lois de la République, et ainsi de suite. Donc, on aura l'occasion de revenir dans les questions qui vont être posées sur ces recommandations, et certainement au niveau de l'équipe de synthèse, on pourra retravailler ces recommandations pour voir comment on va pouvoir les intégrer dans le temps. On va passer à la deuxième présentation. C'est le professeur Erland Guerrier. Le professeur Erland Guerrier détient un doctorat en droit public et il est professeur à l'Université publique du Sud-Est à Jacmel, mais il occupe de hautes fonctions également au niveau de l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. Le titre de sa présentation, c'est l'insécurité en Haïti, le regard d'un juriste sur un phénomène complexe ou un certain point de vue exotique sur la crise haïtienne. Donc, je viens d'échanger avec lui, il va voir quelques petites modifications qu'il pourra faire dans sa présentation, mais on lui laisse le soin de faire les ajustements appropriés. Docteur Guerrier, vous avez la parole. Merci, professeur Fièvre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis très content de participer à cette conférence internationale sur l'insécurité en Haïti, organisée par l'Université Quisqueya. Je dois préciser d'emblée que j'interviens au nom du directeur de l'Université publique du Sud-Est, le professeur Jean-Élie Gilles, que je remercie tout particulièrement. Je remercie également les organisatrices et organisateurs à l'Université Quisqueya pour cette grande initiative. Mon intervention de cet après-midi, finalement, s'intitule « L'insécurité en Haïti, le regard d'un juriste sur un phénomène complexe ou un certain point de vue exotique sur la crise haïtienne ». L'insécurité constitue l'une des plus grandes préoccupations majeures de la société actuellement. Je ne vais pas m'encombrer avec les détails terminologiques ou conceptuels, car les différents collègues qui ont intervenu au cours de la première journée et de celle d'aujourd'hui ont déjà déblayé le terrain. La seule précision que je pourrais apporter en termes de prolégomène, c'est le rapport qu'entretiennent les juristes au phénomène complexe. Mais avant toute chose, je dois clarifier un point, car s'il ne fait aucun doute, en effet, que l'insécurité augmente de manière exponentielle au niveau national, le département du Sud-Est n'est nullement épargné par ce phénomène. On ne peut en revanche écarter la crise politique comme facteur d'aggravation de celle-ci. Je pense néanmoins qu'on ne peut pas analyser la crise haïtienne scientifiquement parce que tout simplement c'est une crise qui échappe, à mon avis, à toute forme de rationalité. Bien entendu, à la limite de la logique formelle, on peut essayer de poser quelques analyses, du moins quelques hypothèses, ce qui a été éloquemment développé hier et même aujourd'hui. Mais s'agissant du cas d'Haïti, je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention qu'on va faire science sur une réalité changeante avec des acteurs fonctionnellement irrationnels, donc insaisissables. En effet, la question de l'insécurité en Haïti est un phénomène complexe. Complexité qui dépasse, à mon avis, une simple analyse juridique,
je suis juriste, donc c'est là que je mène directement la question. Un juriste qui fait du droit pur s'embrouillera forcément dans ce monde. Et je pense que c'est également la même chose pour les sociologues ou les politistes. Dans un premier temps, je vais montrer ce qui explique la complexité de la situation. Dans un point 1, ce sera une approche plus ou moins globale sur la sécurité. Et dans un second temps, en point 2, on verra au niveau régional, au niveau départemental, notamment du Sud-Est, comment l'université peut être utile dans la dynamique de gestion de la crise et de l'insécurité, et aussi comment finalement l'insécurité touche le département. C'est un point plus ou moins court. À mon avis, il y a deux facteurs qui expliquent la complexité de la crise sécuritaire et politique haïtienne. D'abord, cela est lié à une dislocation institutionnelle et plus profonde, c'est-à-dire une rupture qui s'opère lentement au sein des superstructures qui permettent à la société de se tenir debout, c'est la première des choses. Ce sont là les faiblesses structurelles de l'État et les faiblesses institutionnelles de celui-ci et celles des collectivités territoriales. Finalement, les collectivités territoriales sont très absentes et des dynamiques de gestion de l'insécurité. Alors, il faut remonter dans le temps, au début de notre histoire, pour comprendre cela. C'est l'absence d'institutionnalisation du pouvoir politique et de la construction et, de l'État haïtien, construction d'institutions sociales et politiques fortes qui en est à la base. C'est le premier élément qu'il faut considérer à ce niveau. Donc, du coup, l'échec de la construction de l'État haïtien dans les débuts de son histoire constitue le premier facteur de déstabilisation de la société. Cela suppose, en conséquence, que les problèmes d'insécurité sont en réalité un problème d'État, un problème institutionnel. Le deuxième facteur qui pourrait expliquer la complexité de la situation actuelle est lié, à mon avis, au rapport que nous développons avec les institutions et le droit. C'est-à-dire, en d'autres termes, la place du droit et de l'homme dans la société haïtienne. C'est finalement là, le véritable sens de mon propos. Et je dois préciser avant toute chose que l'État haïtien développe un rapport ambigu avec le droit, c'est un rapport complexe, et en ce sens que le droit n'a jamais été réellement au service du développement de ce pays. Les règles juridiques n'ont jamais été utilisées comme des outils, des instruments au service du bien commun. C'est-à-dire on a un pays où le bien commun est délaissé, mais vraiment historiquement. Norberto Bobbio, un théoricien juridique italien, souligne que, et dans un texte qu'il a écrit, qui a été publié en 1977, souligne que les règles d'organisation sont précisément celles par lesquelles l'État réglemente l'action de ses organes. Or, si dans notre cas à Haïti, l'État n'a pas été constitué comme organe, comme ordre juridique qui gouverne le pouvoir, considéré au sens kelsénien, le plus pur, alors les règles d'organisation n'ont aucun sens finalement pour ceux qui dirigent ce pays, mais vraiment, on peut dire historiquement. L'absence de l'État, alors que ce soit, on va dire que l'État soit faible ou fort, son absence est le premier signe de l'inexistence ou de la non-prise en considération de la valeur du droit, de la portée intégrative des normes juridiques dans la construction d'une société donnée. Ce rejet du droit dans le fonctionnement organique et la structuration de la société haïtienne reste l'élément fondamental qui empêche le progrès de la société. Il y a un sociologue haïtien, c'est Fritz et Dovillier, qui, par exemple, qui parle des causes sous-jacentes finalement de la crise haïtienne. À ce moment-là, cette analyse retrouve ce point de vue élaboré par Fritz Dovillier dans son bouquin Crise haïtienne du développement, si ma mémoire est bonne. Ce qui suppose
en conséquence que pour construire l'État haïtien, une société sécurisée, pour inscrire la société dans un processus normal de fonctionnement où la violence est régulée, encadrée, la violence d'État, c'est-à-dire le fait de laisser les gens comme des animaux, en fait, c'est une forme de violence. Et aussi, finalement, le fait de laisser une bonne partie de la société vraiment pour compte. Alors, ça aussi, il faut d'abord vraiment que nous donnions à ce moment-là aux droits, aux normes juridiques et aux règles de droit leur véritable place dans la société haïtienne. Donc, l'absence du droit comme valeur, comme vecteur, pardon, de rationalisation sociale, économique et politique constitue l'un des principaux facteurs de blocage de la société, dans la mesure où tout est construit à partir des règles juridiques. Les institutions administratives, politiques, sociales et économiques ne peuvent fonctionner normalement sans un cadre juridique solide et structuré. Les deux facteurs expliquant la complexité du phénomène insécurité étant posés, il demeure dès lors la question essentielle, c'est d'abord le point de vue des UPR, mais la place de l'université, notamment les UPA, par rapport à l'insécurité et la question de la décentralisation effective, parce que parler des UPA, c'est aussi dans une certaine mesure une forme de décentralisation du savoir. Il faut dire que le département du Sud-Est est plus ou moins épargné par la situation d'insécurité généralisée, la situation d'insécurité générale. Et Jacmel, en particulier, est plus ou moins éloigné parce que, et bien, Jacmel a une tradition plus ou moins comme une tradition d'hospitalité, mais c'est un jour, il y a une forme d'évolution des pratiques et des pratiques et d'occupation aussi de l'espace, en fait, qui crée des situations de tension, mais pas au niveau de la capitale, au niveau de Port-au-Prince, où finalement c'est invivable dans un certain sens. Plusieurs initiatives ont été entreprises au niveau de la commune de Jacmel, notamment la création d'un groupe informel constitué d'autorités départementales et communales et des notables de la ville aussi sur la question d'insécurité, c'est-à-dire comment, au niveau régional, on peut considérer la question et réagir. L'idée, c'était d'instituer une forme de veille sur l'évolution constante de la situation. Des mesures de prévention ont été prises également par la mairie de Jacmel en vue vraiment de faire face à l'insécurité et aussi de voir comment on pourrait limiter l'augmentation de la criminalité, surtout avec les groupes armés qui viennent de Port-au-Prince, etc. Comment ceux qui échappent à la police soient au Bacalé aussi en même temps. Hein. Comment on pourrait, dans le sud-est, surtout comment on pourrait les contenir et les arrêter, voilà. Il y a eu plusieurs réunions publiques qui ont été réalisées avec la participation de la directrice départementale de la police du Sud-Est, la directrice départementale de la police du Sud-Est, oui, elle était là. Il y avait aussi le commissaire du gouvernement qui était là, avec quelques substituts commissaires du gouvernement qui ont été là également. Il y avait la délégation la délégation, puis les notables, etc., les projets d'université qui participaient. Vraiment, c'était une forme de table ronde où l'on faisait, parce qu'à l'époque, la situation était très stressante et à ce moment-là, il fallait voir comment on pourrait réagir dans le sud. Moi, je participais en fait à l'une de ces réunions, voilà, donc, parce que j'ai été invité par un ami. Mais ce qu'il convient de relever ici, c'est que l'université est très absente par rapport à ces questions. Sur ces questions, donc, bien entendu, il faut reconnaître la valeur de la démarche de l'université Quisqueya avec cette conférence internationale sur l'insécurité. C'est une excellente initiative qu'il faut féliciter et aussi reprendre peut-être chaque 6 mois ou chaque 3 mois. On verra. Mais voilà, c'est une très, très belle initiative. En mars 2022,
à ma direction, à l'UH, on avait essayé d'organiser une initiative pareille avec les facultés et écoles de droit, du Cap-Haïtien, Jérémy, et pas Jérémy, et des CAI, voilà. Donc, l'ensemble des écoles qui constituent ma direction, on a essayé, finalement, quelque chose a été fait. On a saisi finalement plus ou moins la question de l'insécurité, on voyait déjà où ça allait. C'était grave déjà en 2022 et là en 2023 au niveau du sud-est, c'est encore plus grave, bien que finalement à Jacmel, comme je l'ai déjà souligné, il y a plus ou moins une forme de paix, mais la police reste toujours sur ses gardes par rapport à la situation. Alors, ce que je voulais dire précisément, c'est que l'université, de manière générale, n'est pas au devant de la scène. Que ce soit au niveau de la prévention ou de la gestion, l'université, elle est absente. Pourtant, elle pourrait fournir aux autorités les outils appropriés dans la prévention de l'insécurité et la manière de l'aborder. Comme par exemple, avec cette conférence internationale, il va y avoir une possibilité finalement de vulgariser ça avec une publication d'actes de conférence. Bon, ça se fait parfois. Peut-être qu'on pourrait demander aux organisateurs, aux intervenants de revoir les textes, etc. Donc, ça va constituer finalement un élément majeur dans la manière dont l'université saisit finalement la question de l'insécurité. Mais cela explique aussi, en même temps, le rapport difficile que l'État haïtien développe avec la recherche. Les résultats des recherches ne sont jamais utilisés. Donc, si vous me demandez qu'est-ce qui devient de ma thèse, je peux vous dire, je ne sais pas. L'utilisation de ces données, la rationalisation de son fonctionnement, c'est-à-dire finalement, on est dans un état irrationnel dans son action. Voilà. Dans sa démarche aussi, dans ses méthodes aussi. Le rôle de l'université dans cette dynamique est d'encadrer et de réorienter la société, c'est-à-dire de jouer son rôle de service public. L'organisation de colloques, des conférences et de participer aussi à la transformation de la société par une forme de sensibilisation, de prise de conscience et d'incitation, voilà, mise sur pied vraiment, de programmes d'incitation de pédagogie publique. Parce que nous croyons fermement que sans une pédagogie publique de respect des normes et des règles juridiques en Haïti, nous resterons vraiment dans cette situation lamentable. Ainsi, pour qu'Haïti intègre la modernité ou tout simplement atteigne un mode de fonctionnement normal et rationnel, nous devons inscrire la société dans un processus de responsabilisation collective où vraiment chacun sera conscient de son droit, de son devoir vis-à-vis de la communauté et de ses responsabilités en tant que citoyen dans la construction de la nation. Parce que finalement, tout le monde ne peut pas être bilan en réalité, ça c'est sûr, parce que chaque monde a bien responsabilité vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas prophétique, c'est possible. Pas vraiment de programmes, de politiques publiques qui visaient une forme de transformation. L'État doit être l'organe central de direction, mais pour cela, nous devons le construire à partir du droit, c'est-à-dire un corpus de principes et des règles qui déterminent l'organisation, le fonctionnement et la dynamisation de la société. En conclusion, pour pouvoir construire un système de sécurité viable dans ce pays, il est urgent de poser d'abord la question de l'État. Parce que, en fait, pour le plan, on va dire, ouais, il faut avoir un plan, etc. Non, il ne peut pas avoir un plan sans qu'il y ait d'abord un État responsable. Parce que si on dit pour un plan, qu'est-ce qui va mettre le plan en œuvre? C'est l'État d'abord. C'est dit tête là. Si tête poisson pourri, bon, pas attendre que reste comme poisson, on va le bon, c'est pas possible. Oui, voilà, il est urgent, voilà, de reposer la question de l'État, sa finalité, son utilité, parce qu'on n'a jamais posé la question de l'utilité sociale de l'État en Haïti, en fait. Et finalement, on a un État qui est contre la nation. Ça, c'est un autre débat qui est un peu plus profond. On va rentrer dans ce débat-là maintenant. Ensuite, il y a à définir aussi des institutions appropriées
qui connaissent leur rôle et leurs valeurs symboliques. Il y a Castoriadis et Cornelius qui parlent dans l'institution imaginaire de la société. Il dit que ces institutions, finalement, belle société à forme, université, qui belle société à forme. En Haïti, c'est que, tendance-là, c'est que l'université a l'idée, par exemple, l'initiative qui a été prise par la mairie de Jacmel, l'université, voilà, que ce soit l'université privée ou l'université publique. Bon, bref, tout le monde était dehors. Parce que finalement, il y a une pratique que l'université a sérieux. Donner à l'université aussi sa véritable place dans la société en utilisant les données produites, en valorisant les résultats des recherches. Renforcer aussi les universités publiques en région, les UPR, il faut les renforcer, les donner aussi des moyens, parce qu'il y a un problème de moyens qui se pose. Pas moyens seulement pour la recherche, mais moyens pour faire fonctionner l'administration. S'agissant du cas de l'UPSEJ, c'est aussi de la positionner dans le département du Sud-Est, de la positionner comme actrice importante dans le département du Sud-Est. C'est-à-dire que le développement du Sud-Est doit tourner autour de l'UPSEJ. Parce que c'est la plus grande, en termes de capacité d'accueil, c'est la plus grande université finalement du département. Bon, bref. Cela, dans un sens, et dans un certain sens, cela participera, dans un certain sens, à la décentralisation du savoir et aussi, ça donnera aussi à l'université sa place réelle parce que finalement, elle est elle sera un peu plus proche de la population. Parce que l'université n'est jamais proche de la population, puisqu'il y a une coupure entre la population et l'université. Donc, bref, elle pourrait, en ce sens, je parle de l'UPSEJ, l'Université publique du Sud-Est, fournir aux institutions publiques départementales des outils appropriés afin d'élaborer des véritables politiques publiques, régionales ou territorialisées qui prennent en compte la situation du département. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre une politique publique de sécurité départementale pour Sud-Est s'il était pensé pour Port-au-Prince. Si pas tenir compte de réalité Sud-Est, si pas tenir compte de comment on vit. Donc, et parce que finalement, ça vous fait dans le pays, il n'y a pas jamais tout une intervention externe, parce que par des personnes qui jamais pensé problème de manière endogène et dire, mais voilà, comment nous avons utilisé données qui sont disponibles. C'est pas que données, produit données qui pour faire ça. Après, la police et l'armée aussi doivent être refondus de la cave au grenier dans le cas Haïti. Truc de corruption, etc. Il y a de compétences et tout. Donc, voilà, l'université pourrait aussi contribuer par l'organisation des formations, par l'organisation vraiment des ateliers de mise à niveau pour les policiers, pour les cadres de l'administration judiciaire aussi, et pour les cadres aussi de la police nationale. Haïti doit s'inspirer pour cela, en outre de l'exemple des différents pays qui avaient des problèmes d'insécurité similaires, en expliquant et en tenant compte des résultats, des méthodes et des solutions expérimentées par ceux-ci. Le droit sera dès lors nécessaire dans cette dynamique, dans la mesure où il existe une relation d'interdépendance entre le droit et les institutions qui remplissent, selon Cornelius Castoriadis, des fonctions vitales sans lesquelles l'existence d'une société est inconcevable. Le droit en tant que système formel façonne les institutions et encadre les pratiques de fonctionnement de celles-ci, et l'université, finalement, y intervient lui-même pour les matérialiser, ça comme élément. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, professeur Guerrier. Je crois que la présentation a mis l'emphase d'abord sur un essai d'explication de l'insécurité, selon vous, qui est causé par, en tant que phénomène complexe, mais qui est causé par une dislocation institutionnelle et par la faiblesse du droit dans la structuration de la société haïtienne. Au niveau du Sud-Est, la réalité de la violence, on a compris, même s'il n'y a pas eu trop de détails, c'est qu'il y a eu certains problèmes qui se sont posés au niveau du département, mais que Jacmel
a été quand même épargné et qu'il y a eu quand même un effort de mise en place d'une structure de veille à Jacmel autour de la mairie et qui continue à fonctionner. Vous avez fait un certain nombre de recommandations sur lesquelles je pense qu'on pourra revenir au niveau des questions. Mais surtout, d'après vous, il faudrait au départ qu'on se pose la question de l'utilité sociale de l'État. Également que les universités, au niveau des régions, soient mieux intégrées dans ce qui se passe dans les départements, de façon à ce que leur expertise puisse être utilisée au niveau du développement d'un certain nombre d'institutions. On va aller au chat pour voir maintenant au niveau des questions. Pensez-vous que l'inconstitutionnalité et l'illégitimité du pouvoir politique haïtien contribuent à maintenir l'insécurité? Alors, question pas de maître a priori, c'est quitter que vous décidez avec panélistes qui escapé répondre à la question. Alors, dans quelle mesure peut-être l'illégitimité pourra source d'insécurité? Je dirais que c'est presque une évidence, puisque, entre guillemets, nous sommes dans une démocratie. Il est tout à fait normal que, je dirais que le souverain qui est le peuple, puisse jouer sa participation. Donc, nous sommes dans un pays depuis des lustres. On fait fi de la Constitution, on fait fi des lois. Et si on pose la question de la légitimité, donc la réponse, je dirais, est tout simplement évidente. Donc, quelle est la base de légitimité de ceux que nous avons là maintenant comme dirigeants? Donc, constitutionnellement, légalement, je crois que la réponse est tout simplement à côté des lois du pays, et plus précisément à côté de la Constitution. Mais tout simplement, et parlant de l'insécurité dans le pays, est-ce que les causes sont seulement politiques? Est-ce que apporter une réponse constitutionnelle, voire légitime, serait suffisante? Et je crois que la question de l'insécurité, c'est pas en Haïti, c'est un problème global, c'est un problème complexe et il faut tenir compte des autres facteurs. C'est vrai que nous sommes ici pour essayer de diagnostiquer le phénomène de l'insécurité, mais mettre l'accent seulement sur les causes politiques et en laissant de côté les causes économiques, les causes sociales, ce serait passer à côté de la question. C'est vrai que moi, je ne suis pas juriste. J'ai écouté avec attention le professeur du Sud-Est tout à l'heure. Donc, je crois que lui, il a centré la question sur le respect du droit. Peut-être à partir de là, il pourra intervenir pour voir dans quelle mesure il pourra traiter la question de la légitimité, voire de la constitutionnalité de nos dirigeants. Mais cependant, cette question est trop complexe, c'est une question multidimensionnelle. Donc, aborder la question seulement sous le prisme du politique, est vraiment réducteur. Je crois qu'il faut aborder la question tant au niveau économique, parce que cette inégalité-là qui persiste, qui sévit dans le pays depuis des années, donc c'est pas seulement avec un apport constitutionnel, c'est pas seulement en réalisant des élections, en ayant des dirigeants légitimes qu'on va pouvoir juguler cette crise. Les inégalités sociales en Haïti, je dirais, c'est des choses séculaires. Et les inégalités sociales, quand même, sont une source fondamentale de sécurité dans ce pays. Donc,
si on doit remonter, si on doit chercher les causes de l'insécurité pour apporter une réponse, certainement la question de la légitimité de nos dirigeants sera posée, mais de toute façon, ce ne sera pas l'unique cause, à mon avis. Merci. Merci, M. Pierre-Louis. Alors, une autre question. Que pensez-vous d'une stratégie d'autonomie rapide et formelle des départements afin de faciliter l'expression des forces vives de la nation hors de la capitale? La question de la décentralisation, déconcentration qui est posée. Alors, je demanderais pareil, ça n'est pas adressé à quelqu'un en particulier, donc à vous de décider. Et je demanderais par contre d'être le plus concis possible dans les réponses. Merci. Et par rapport à la question sur, je ne sais pas pour toi et Pierre-Louis si vous vouliez intervenir, mais par rapport à la question de la stratégie d'autonomie départementale, est-ce que ça serait est-ce que cela pourrait faciliter réellement l'expression des forces vives de la nation? Ben, ça a été posé ça a été déjà posé par la Constitution de 1987 avec la question de la décentralisation. Donc, l'idée, c'était vraiment essayer d'avoir des collectivités territoriales fortes. Mais on sait comment cela se passe à Haïti, surtout avec les pouvoirs locaux. En fait, si on parle de pouvoirs locaux, ça n'existe pas. Hein. Ce concept, ça existe, mais dans notre cas, dans la pratique du pouvoir à Haïti, il n'y a pas véritablement de très grand, il n'y a pas véritablement de grands départements parce que finalement, les institutions que la Constitution de 1987 avait demandé, par exemple, à ce qu'il y ait des conseils départementaux. Des conseils départementaux, mais ça n'existe pas dans la pratique. C'est-à-dire, l'enjeu, la question est un peu plus grave, en fait, par rapport à notre manière de faire. C'est que, généralement, on fait toujours le contraire de ce que dit la Constitution, en fait, dans la pratique du pouvoir. Voilà, la Constitution a déjà soulevé la question de la centralisation, parce que tout se passe à Port-au-Prince, finalement. Donc, l'idée serait d'avoir des communes fortes, des sections communales fortes, des conseils départementaux forts, mais dans la pratique, ça n'existe pas réellement. Maintenant, est-ce que cela donnerait, est-ce que si cela existerait, est-ce que ça donnerait quelque chose en termes de résultats pratiques? Oui, sans aucun doute. Ça donnerait des résultats. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Et ça rejoint aussi la question de la légitimité. Lorsque les dirigeants sont illégitimes, la première conséquence, c'est qu'il y a un déficit de confiance. Parce que sans la confiance, si on ne peut pas faire confiance à dirigeants, pas bien résultat. C'est vrai qu'il n'y a déjà pas de plan, mais si on ne peut pas faire confiance, parce qu'il faut que nous fassions confiance à l'institution pour que pour action, pour nous action résultat réel. Mais du fait que nous sommes illégitimes, eh bien, l'illégitimité il joue dans ce sens, il y a un impact sur nous. Et il y a un impact sur nous. Voilà, il n'a pas fait confiance, il n'a pas collaboré, il n'a pas collaboré avec l'institution. Pendant un certain temps, par exemple, pour mon cas, la police te paraît illégitime. La police ne peut pas être illégitime parce que très souvent dans la manifestation, il y a une police qui est très forte avec les faibles et avec question Gagnon au début et faible avec Gagnon en fait. Donc du coup, qui problème qui était posé, c'est le problème de perception. On a une perception négative de la police. Mais il faut dire qu'avec, dans un certain sens, il va aller jouer anti-wall tout. Avec question ça, on reprend en forme de confiance dans la police. Et on va voir que de côté, la police a fait un seul avec l'union, etc. Oui, on va dire ça directement dans la télévision, radio. Et on va dire ça en public tout.
pas dire, finalement, pas dire, prendre vue sur question Wakale. Il y a deux intervenants, et puis ils fait de très belles interventions sur question Wakale. Et hier, pour ça, c'était abordé. C'est une question complexe, en fait, dans le cas pas nous. Mais non, en certain sens, petit résultat, monter web, un petit résultat, kidnapping a diminué, etc. Donc voilà, c'est complexe, pas qu'à aborder comme ça. Mais question de confiance, elle te posée en même temps. Merci, Monsieur Guerrier. Il ne va pas pouvoir prendre les autres questions. Malheureusement, le temps nous fait la guerre. Donc, je laisse le dernier mot à Monsieur Fièvre. Donc, ça a été un plaisir de participer à cette séance. Bon, nous avons eu 2 présentations, à la limite, on pourrait dire complémentaires. Et on pourrait aussi rappeler à l'assistance que au niveau des universités publiques en région, nous nous préparons à travailler avec le secrétariat technique de l'université Kiskia pour la réalisation des ateliers départementaux. Donc, ce sera le deuxième moment dans le cadre de la réalisation de cette conférence internationale. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci aux panélistes. Donc, bonne fin de journée. Merci, Monsieur Fièvre, du rappel d'ailleurs concernant les ateliers départementaux. Et puis, félicitations aux intervenants. Je crois que ce panel est important pour donner aussi la parole aux autres régions, aux autres départements. Et je pense que ça va être renforcé avec les ateliers à venir.